Salut tout le monde, bienvenue dans cette après-séance sur Mars. Moi, je sais pas encore quel fond je mettrai derrière. Je vais faire un troll, je vais mettre le fond Mission to Mars peut-être. Je trouve ça très beau, moi, comme ça, en vert. Oui, Ouais. on peut laisser comme ça. Je vais faire un... Oh là là, je sens que déjà, je vais m'emmerder au montage. Bienvenue dans cette après-séance qui sera consacrée à, donc pas Mission to Mars, mais Seul sur Mars de Ridley Scott. À mes côtés aujourd'hui, Mickaël de la chaîne La Brigade du Livre. C'est moi. C'est lui. Enchanté. Merci d'être là. De rien. La Brigade du Livre, qui est une chaîne YouTube de chroniques littéraires qui est hachement bien. Je vous incite vraiment à aller voir de quoi il retourne. Et si le cœur vous en dit, de vous abonner, car c'est vraiment hachement bien. Et je dis pas ça uniquement parce que je joue dedans. C'est pas du tout pour ça. Et si j'ai proposé à Meg de se joindre à cette après-séance aujourd'hui, c'est parce que Seul sur Mars, de Ridley Scott, est tiré d'un livre du même nom. Enfin, en tout cas, en anglais, ça s'appelle The Martian, de ça. Andy Weir. Exactement, C'est ça, ouais. qui est sorti en 2011, si je ne m'abuse. Oui. Ouais, et c'était un livre électronique, c'est ça ou... C'était... Alors, l'auteur l'a publié sur Amazon. Ouais. Et la même année, en fait, il a vendu les droits... Enfin, il a signé dans une maison d'édition. Et la même semaine, ensuite, il a vendu les droits pour le cinéma. D'accord. Ouais. Donc on pourra revenir un petit peu sur le comparatif film-livre, un peu plus loin. Parce que là, généralement, ce qu'on entend par rapport aux adaptations, souvent, c'est pas aussi bien que le livre. Sauf que là, ce n'est pas aussi simple. Et On va le voir oui, après. exactement. D'accord. Mais donc on va parler du film et ce qu'on en a pensé. Et bien entendu, il y aura des spoilers dans cette discussion. Mais j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça quelque part. Parce que c'est pas un film qui est très grave de spoiler. Il n'y a pas de gros retournement de situation. Il n'y a pas réellement de surprise. Et en fait, j'ai l'impression que même en décrivant ce film, indirectement, il est spoilé. Parce que, je sais pas pour toi, mais personnellement, je peux pas le décrire autrement qu'en disant que c'est un survival guilleret. C'est un survival feel good. Et je pensais jamais dire ça un jour d'un film, parce qu'un survival, c'est censé être dramatique, tendu, claustrophobe. Là, pas vraiment, quoi. On ressort avec la banane. J'ai eu l'impression, en fait, de voir une version de Apollo 13 transposée sur Mars, avec l'ambiance des Gardiens de la Galaxie. Pour toute la BO un petit peu rétro, feel good, encore une fois. On retrouve aussi cette impression dans le bouquin. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire un parallèle très direct avec Robinson Crusoe. Ouais. Et le fait que le personnage de Seul sur Mars est ultra optimiste, on sait dès le départ que quand il dit « je n'ai pas envie de mourir sur cette planète », il va pas y rester, quoi. Ouais. Bon, on a déjà dérivé sur le bouquin, là, alors qu'on était censé... Parlons du film. Parlons du film. Donc, ouais, il y a quand même un truc qui m'a pas fondamentalement gêné pendant le visionnage, mais c'est un truc qui m'est venu à l'esprit après coup, c'est qu'en fait, en termes de développement de personnage, et en termes, surtout l'écriture du personnage principal, qui s'appelle Mark Watney, Oui. c'est ça. En fait, quand on se retrouve sur Mars plusieurs mois, voire plusieurs années, forcément, il y a des séquelles psychologiques, il y a une difficulté à gérer le quotidien. Et c'est un truc qui est complètement absent du film, ça. Oui, je crois que Andy Weir a un peu répondu à cette question dans une de ses interviews en disant que justement les astronautes sont choisis pour leur esprit totalement optimiste et pouvant être soumis à rude épreuve comme ça. Ouais, mais à ce point-là, c'est presque robotique. C'est presque robotique, mais est-ce que les soldats sont pas un peu... Peut-être. Après, c'est pas exactement un soldat, c'est un botaniste, comme il l'a dit. Aussi. Mais ouais, j'ai plus l'impression qu'en dehors du fait de coller à la réalité, au profil psychologique des astronautes, là, c'était plus un choix d'écriture et un choix de priorité à donner à l'histoire, quoi. J'ai entendu pas mal de retours sur le film disant que finalement, c'est comme voir un manuel de survie de la NASA. Oui. Avec un aspect très documentaire. Oui, complètement. C'est marrant parce que d'habitude, par rapport à un autre film, c'est un truc que spontanément j'aurais interprété comme une insuffisance d'écriture, vraiment, ou quelque chose qui, en termes de refus à développer psychologiquement un personnage, ça m'aurait vraiment gêné. Et pour des raisons que je m'explique pas vraiment, ça m'a pas dérangé sur ce personnage. Et c'est un truc dont je voulais parler en dernière partie de cette après-séance, mais finalement je vais en parler maintenant. C'est la nécessité forcément d'avoir des éléments perturbateurs dans une histoire. Ouais. Ce que beaucoup de gens ont interprété apparemment comme un aspect chiant, parce que finalement il y a peu d'éléments perturbateurs. Il y a l'élément perturbateur de base qui justifie en fait le scénario qui se trouve tout seul sur Mars. Il y a l'élément perturbateur au milieu du film où il fait péter sa plantation par accident. Et il y a les éléments perturbateurs à la fin du film quand il se fait, quand il y a la tentative de récupération par son équipe. Ouais. Et presque, enfin, en dehors du premier élément perturbateur et du dernier, enfin la dernière séquence, je me serais presque même passé de l'élément perturbateur de milieu de film. J'ai conscience que c'est une structure de récit vraiment basique, la structure de récit en 3 actes, avec installation des situations, éléments perturbateurs et les personnages qui se démènent avec cette nouvelle situation. Et là,
Je sais pas, il y a eu une espèce, c'est comme l'espèce de fascination qu'on ressent face à quelqu'un qui exécute des tâches de manière très forte, très appliquée. C'est comme la SMR, quelque part, où tu te retrouves à juste te sentir bien. Et c'est ce côté feel good du film, par-delà le ton, les blagues, la musique, je l'ai ressenti vraiment dans le fait que j'ai pas eu besoin, en fait, d'avoir des péripéties inattendues dedans. Juste le fait de voir ce mec se démener comme un beau diable et, comme il dit dans la version originale, I'm gonna science the shit out of everything. Ça, vraiment, ça m'aurait convenu de bout en bout dans le film de voir comment il s'en sort sans forcément qu'il y ait des trucs pas cool qui se passent. Donc je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, cette quasi-absence d'éléments perturbateurs, et si ça aurait pu être quelque chose de chiant pour toi. Alors, dans le film, j'ai repéré à peu près tous les passages où il y avait justement des merdes, des couilles qui lui arrivaient, parce que justement, dans le bouquin, elles sont beaucoup plus présentes, il y en a beaucoup plus. Ouais. Et ça permet en fait de maintenir le lecteur et le spectateur en haleine tout au long du récit. Ouais. Un récit qui n'a pas d'éléments perturbateurs, par tradition, on considère qu'il est chiant. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est surprenant de la part d'un réalisateur comme Ridley Scott, qui a toujours été adepte d'une réalisation très punchy. Et je vais revenir un tout petit peu après sur la mise en scène. Mais justement, on a eu tendance à penser que Ridley Scott aurait tendance à garder toutes les péripéties, tout ce qui fait vraiment bouger le récit, qui sert de stimulus pour le spectateur. Or là, il en a enlevé. Ouais, là, il en a élagué pas mal. Je ne sais pas, c'est pas moi l'expert en scénario. Il a fait peut-être, ouais, je sais pas, un retournement de situation dans sa carrière. D'un seul coup, il décide de changer de ton, de rythme, de mécanique sur son récit. Après, j'ai l'impression que ça reste un film qui est très, quand même, dans la continuité visuelle de ses films précédents. Et je dis pas ça forcément dans le bon sens du terme. Après, il y a toujours une direction artistique qui est très très bonne. Mais en fait, en voyant tous les derniers films de Ridley Scott que j'ai vus, je suis allé les voir en essayant vraiment d'observer la mise en scène et ce qu'il en fait. Parce que, historiquement, Ridley Scott, c'est un réalisateur très très visuel, vraiment. D'ailleurs, on lui a souvent reproché de privilégier la forme par rapport au fond, parfois à tort, parfois à raison. Mais en tout cas, dans toute sa première partie de carrière, il a eu vraiment une patte visuelle. Il a fait des films à l'identité visuelle très forte. Déjà, son deuxième film, c'était Alien. Enfin, après, il y a eu Blade Runner, il y a eu des films... Tous ces films avaient une identité très très forte, et surtout il avait quelques gimmicks de mise en scène qui revenaient assez souvent, qui lui créaient une patine assez personnelle, comme l'usage, je sais pas, tous les ralentis saccadés qu'on voit par exemple à la fin de Thelma et Louise, qu'on voit dans Blade Runner quand il y a la poursuite avec le personnage de Daryl Hannah, qu'on voit dans Gladiator aussi, un usage de la lumière extrêmement ambiancé, vraiment, et encore une fois, Blade Runner, c'est peut-être un des meilleurs exemples pour ça. Il utilisait la lumière différemment selon le film, mais toujours, il y a une manière très, très experte et une attention très, très forte portée à la lumière et à la manière dont elle va créer l'ambiance du film et envelopper le film. Et j'ai l'impression qu'avec les années 2000, Ridley Scott s'est dirigé vers un type de réalisation qui est toujours très experte, très bien troussée, mais beaucoup moins chargée en personnalité, en fait. Et tous les derniers films de Ridley Scott que j'ai vus, en fait, la mise en scène est fonctionnelle, vraiment. À aucun moment, je me suis dit qu'il y avait des partis pris de réalisation un peu culottés, ou qu'il y avait une tentative de faire vraiment quelque chose à l'image qui aille sur quelque chose de plus symbolique, ou quelque chose de risqué, en tout cas. Et ça n'empêche pas que The Martian est assez bien réalisé, je trouve, mais si on m'avait pas dit que j'allais voir un film de Ridley Scott, jamais j'aurais deviné que c'en était un. Et c'est quelque chose qui me frustre un tout petit peu pour un réalisateur aussi féru d'images que Ridley Scott. C'est un mec qui vient à la base de la publicité, et il y avait toujours cette manière de vouloir emporter le spectateur très vite à l'image, avec des partis pris de réalisation très tranchés, avec des trucs qui vont vraiment emporter le spectateur directement. Et ça fait pas forcément de ces films des films très rapides. Je prends encore une fois l'exemple de Blade Runner, qui est un film assez lent finalement, mais dans le bon sens du terme, il prend son temps. Oui. Mais tous les visuels sont là, et dès qu'il y a un visuel sur cette ville, et c'est la manière dont la ville est cadrée, tu t'en prends direct plein la gueule. Il n'y a pas de parti pris un petit peu minimaliste. C'est toujours un cadre et un rapport à la réalisation qui est très foisonnant, quoi. Il n'y a jamais Ridley Scott, ou quasiment jamais, il n'a été minimaliste. Et là, le voir donner dans le fonctionnel, pas encore une fois du tout mauvais, mais j'attends un petit peu plus de prise de risque en termes de réalisation. Je sais pas si visuellement, en tout cas, le Seul sur Mars, est-ce que ça t'a titillé ou pas?
Visuellement, non, c'est vrai qu'il y a de très beaux plans du paysage, mais j'en attendais plus. Parce qu'ils, somme toute, ils sont très rapides, ces plans, et ils sont pas du tout contemplatifs. Il y a toujours une voix off derrière qui nous narre un petit peu la suite de l'aventure. Et pour en venir finalement au moment fatidique où on parle de la comparaison avec le bouquin, donc le film ou le bouquin, lequel est l'œuvre supérieure? Eh ben, contre toute attente, personnellement, j'ai préféré le film. Ouais. J'ai trouvé que le film était beaucoup plus abouti que le bouquin. Déjà, le bouquin, c'est le premier de Andy Weir. Et on retrouve dans son bouquin, même si le livre est d'excellente qualité, un petit peu tous les travers de tous les premiers bouquins de jeunes auteurs. Notamment ici, des dialogues qui sont pas tout à fait immersifs, qui font très factice. Parce que l'écrivain s'est permis de rajouter des onomatopées, des cris, des expressions qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écrit et qui ne fonctionnent pas du tout. Tu m'avais parlé du moment où il dit « surprise ». Exactement, au début du film, quand il allume son laptop pour déclarer qu'il est vivant, et on le voit très bien, il prend sa petite gimmick, il fait « surprise », et ça fonctionne très bien à l'écran, mais sur le papier, pas du tout. Ouais, tout dépend du ton en fait qui va être adopté, parce que s'il avait dit d'une autre manière, ça n'aurait pas forcément fonctionné. Là, c'est rigolo, parce que c'est vraiment le décalage total avec la situation en mode « coucou ». Exactement. Alors que dans le bouquin, déjà, on a la propre vision que l'on a des lignes que l'on découvre au fur et à mesure qu'on tourne les pages, mais aussi il y a ce fait qu'on sait qu'il est vivant dès le départ, et donc la surprise, quand le héros dit surprise ou écrit surprise, eh ben on ne l'a pas cette surprise. Et donc du coup la blague tombe à plat, un peu comme toutes les autres blagues du bouquin. Ouais. Mais en dehors des blagues, est-ce qu'il y a un style particulier qui a été adopté par Andy Weir pour écrire ce livre, ou est-ce que c'est narré comme le film finalement de manière assez fonctionnelle? Non, il s'en est tenu aux différents registres, c'est-à-dire que toute la partie sur Mars avec Mark Watney, c'est un journal de bord. Donc on a les entrées du journal de bord qu'on retrouve dans le film, le moment où, enfin, tous ces moments finalement où il parle face caméra, ça. Voilà, c'est exactement ces passages-là. À côté de ça, il y a tous les passages sur Terre avec la NASA qui se démène pour aller le sauver, où c'est cette fois-ci de la narration pure et simple. Ouais. Et tu m'as dit que la fin changeait aussi? Et la fin change aussi. Dans le film, ils en ont rajouté une, ce qui est donc cette scène où Mark Watney se retrouve dans sa nouvelle salle de classe pour donner son premier cours, et où il parle en fait de son combat sur Mars comme d'une métaphore du combat que l'on doit mener chaque jour de notre vie. Ouais. Et ça fonctionne encore plus dans le film, puisque ça donne un peu plus de profondeur à toute l'aventure qu'il a vécue. Ouais. Alors que dans le bouquin, la morale que Mark Watney nous apporte, déjà, c'est pas face à sa salle de classe, c'est directement face à nous, lecteurs. Et en fait, il nous dit juste, l'homme est une créature qui d'instinct va essayer de sauver pas ses congénères, mais ses poteaux. Ses poteaux. et il va tout mettre en œuvre pour en sauver un seul. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Ouais. C'est ça qui fait que l'humanité peut se rassembler. C'est qu'il en faut un qui se perde quelque part très dans le lointain pour que tout le monde se rue pour aller le sauver. Et ça donne une fin très naïve et pas assez bien pensée. Un peu comme si en fait il est arrivé à la fin, il savait pas trop comment terminer et il avait lâché l'affaire. Donc là il y a une couche supérieure. Voilà, exactement. Les scénaristes de Ridley Scott sont venus surajouter quelque chose qui donne un peu plus de profondeur, qui donne un peu plus d'épaisseur au fil rouge. Et je pense que cette fin que Andy Weir n'a pas su faire, elle vient du fait que le bouquin à la base a été écrit sur un blog. Et en partant du postulat qu'un homme se retrouve coincé sur Mars, il a fait appel à différents scientifiques, différents astronautes, pour venir l'aider à résoudre l'énigme de comment survivre sur Mars. Et c'est avec l'aide de ces scientifiques en fait, que Andy Weir a pu écrire le livre petit à petit. Ouais. Et le film reste apparemment assez fidèle, scientifiquement, à ce que devrait être une mission sur Mars. Il y a apparemment deux trucs qui ne sont pas avérés, c'est que sur Mars, il n'y a pas des tempêtes du type de celle qui se passe au début, qui est un divers moment du film. Et apparemment, les habitats seraient moins volumineux sur une mission
de la NASA. Enfin bref, après ça. Oui. Mais en parlant de la dernière séquence, c'est marrant parce que c'est le seul moment du film où j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui relevait du style de Scott. C'est une connerie, hein, mais c'est vraiment le tout dernier plan. Et je suis très très sensible au dernier plan des films parce que c'est vraiment ce qui, des fois, va te marquer la rétine. Il y a, par exemple, ces dernières années, il y a un bon exemple de ça, c'est Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Ça fait partie de ces films où le dernier plan, c'est comme si on t'imprimait vraiment quelque chose sur la rétine. Et quand un film sait exactement s'arrêter au bon moment et avec le bon rythme, c'est quelque chose de très 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 satisfaisant. Et là, quand le personnage de Matt Damon dit « Est-ce que vous avez des questions ?» qu'il y a ce plan très très rapide sur toute la salle, qui lève la main exactement au même moment, et que tout de suite il y a un cut sur le générique. Juste la rythmique de cette scène et de ce dernier plan, ça j'ai trouvé vraiment que c'était du Ridley Scott. Et plus que par la mise en scène, c'est peut-être avec le rythme qu'il imprime au montage que j'ai retrouvé quelque chose qui relevait un petit peu de son style auparavant. Et est-ce qu'on parle de ce moment où Sean Bean est dans la salle et ils font une référence au Seigneur des Anneaux? Non. N'en parlons pas alors. Et peut-être pour parler aussi de la 3D, parce que j'ai poussé un petit coup de gueule sur Twitter à ce propos. J'ai envie de le pousser maintenant ici aussi. J'ai du mal avec la 3D. C'est pas la 3D en elle-même et le travail sur la 3D qui me dérange, mais c'est en termes de dispositifs et technologies actuelles. J'ai tout le temps l'impression de mettre des putains de lunettes de soleil dans une salle sombre. Ça me gâche vraiment mon film. Je passe mon temps à regarder et c'est pas forcément un problème de projection où il faut augmenter la luminosité pour compenser en fait l'assombrissement avec les lunettes 3D, parce que chaque fois que je regardais vraiment l'écran, la luminosité était très très forte. Et ça n'empêche pas que... Après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles au manque de luminosité. Moi, je suis assez sensible à ça. Et ça me gâche vraiment les films. Je passe mon temps à me dire, putain, j'aimerais bien voir le film dans de bonnes conditions, avec une bonne luminosité et les bonnes couleurs. Et là, j'ai regretté... Vraiment, heureusement que le film m'a emporté sur un autre niveau et que j'ai pu un petit peu oublier ce problème. Mais que ça soit la 3D active ou passive, c'est le même problème pour moi. C'est encore plus accentué, bien entendu, sur la 3D active. Mais je commence à en avoir marre pour ça. Et je vais, chaque fois que je fais une exception à ça et que je retourne voir un film en 3D, je suis « Ah putain, c'est vrai !» Et je pense que je vais vraiment définitivement arrêter de voir des films en 3D. À la Star Wars qui arrive, je vais me démerder pour pas le voir en 3D. D'ailleurs, petite ironie, en fait, on enregistre là, cette après-séance au cinéma Le Pandora à Avignon. Et ils ont transformé une des salles en studio. Et en fait, depuis tout à l'heure, des fois, on entend des basses. Et en fait, c'est la salle 1 qui est juste à côté qui diffuse Seul sur Mars. Donc, les petites interférences que vous pourriez entendre au casque, je pense que ça sera plutôt approprié. C'est presque du spoiler. Hein. C'est presque du spoiler qui vrombit dans les basses. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce film Ou est-ce qu'on va pouvoir conclure et partir dans le paysage derrière et courir comme des fifous sur la grande plaine? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je voulais ajouter? Je ferai un sacré cut sur ce moment où nous réfléchissons. Donc, tu voulais parler du côté do it yourself. Exactement, il y a tout ce côté un peu punk de Mark Watney. On le voit qui tient tête aux scientifiques sur Terre qui sont censés l'aider dans sa plantation de patates. Et on le retrouve dans sa manière en fait d'exploiter toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour pouvoir survivre. D'ailleurs, il y a un petit détail qui n'est pas présent dans le film, mais qui est dans le bouquin, c'est sa réserve d'eau qui explose normalement avec le premier incendie qu'il provoque dans son habitat. Oui. Tandis que là, c'est presque en mode cartoonesque. Oui, là, quand ça explose, il y a un cut au moment où il parle face au vlog, il fume encore un petit peu, il fait « bon, je me suis pris un pain ». Et en fait, cette réserve d'eau, en fait, il la remplace par un scaphandre d'un de ses coéquipiers. D'accord. Et tout ce côté do it yourself en fait que le bouquin se maintient tout seul, et je te rejoins dans le fait qu'on n'aurait presque pas eu besoin d'éléments perturbateurs ensuite pour continuer à kiffer et à observer Mark Watney se démener comme un diable sur Mars. Voilà, peut-être que la réalité de la fiction fait que on a besoin, nous en tant que spectateurs lambda, d'avoir des éléments perturbateurs auxquels s'accrocher pour ne pas s'endormir, tout simplement. Et puis aussi, le fait que ce bouquin soit de la hard science, avec toutes ces descriptions de méthodes pour utiliser les éléments et survivre, fait que ça nous fait une espèce de vulgarisation de la science pour le spectateur. Je pense que ça vient aussi dans ce mouvement-là de vouloir rendre la hard science intelligible, accessible à tous. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que Seul sur Mars, c'est pas du tout comme Mars la Rouge. Seul sur Mars, voilà, ça reste un bouquin, un grand public, et je pense que le film est aussi bâti sur cette même... il rend justice à ça. Voilà. Bon, on va pouvoir peut-être conclure là-dessus. Oui. Très bien, merci. De t'être joint à moi pour cette chronique. De m'avoir invité. Avec grand plaisir.
Je suis content, on s'en est bien sorti pour le cadrage. Parce que Mike mesure à peu près 1000 mètres. Donc c'est très difficile de trouver un moyen de rentrer dans le même cadre tous les deux. Donc merci à celles et ceux qui ont regardé jusque-là, et même celles et ceux qui ont commencé à regarder. Et on vous dit à très bientôt. Ciao! À la prochaine.